Angie, la mère de l'enfant, reste en garde à vue et les enquêteurs tentent de comprendre pourquoi elle a tué son enfant. Oui, alors absolument, c'est désormais la garde à vue qui se poursuit. Les enquêteurs ont la possibilité, dans un cadre criminel, de la poursuivre jusqu'à mardi matin. C'est une audition particulièrement délicate, comme depuis ce matin, de la mère de la petite Vanny, puisque vous le savez, elle souffre de troubles psychiatriques importants, que ses propos sont toujours incohérents, approximatifs et assez flous finalement. Une femme au profil donc complexe qui n'avait jamais fait de mal jusqu'ici à ses deux enfants. Et c'est dans ce cadre-là et avec ces difficultés-là que l'enquête se poursuit jusqu'à donc mardi matin, audition en garde à vue. Et derrière, il y aura une décision pour savoir si elle reste en détention ou s'il s'agit là d'une hospitalisation plutôt. Merci beaucoup Angie Louata depuis Angers pour BFM TV. Maxime Brandstetter nous a rejoint du service police-justice de RMC. Et Pascal Neveu, directeur de l'Institut français de psychanalyse active. Comment cette décision va-t-elle être prise? À savoir, est-ce que cette mère de famille va en prison ou à l'hôpital? De toute façon, c'est au magistrat ou au juge d'instruction de décider des suites. Et bien évidemment, il y aura des premières expertises psychiatriques qui vont déterminer, en tout cas orienter, effectivement, cette mère de famille. Mais quoi qu'il en soit, on va passer sur des procédures qui vont durer un certain temps avec tout un collège d'experts psy qui vont déterminer quel est son degré d'implication. Est-ce qu'on est sur un réel trouble psychiatrique? Quels ont été les motifs effectivement de ce passage à l'acte? Est-ce que ce sont des conséquences de traitement ou pas? Enfin, moi j'ai vu depuis tout à l'heure sur les réseaux sociaux, les gens sont déjà totalement déchaînés et mettent au pilori cette femme. Moi je veux absolument qu'on garde raison par rapport à tout cela. Bien évidemment c'est absolument atroce, ça n'excuse absolument pas ce passage à l'acte, mais qu'on ne dise pas également que toutes les personnes qui souffrent de troubles psychiatriques sont des mères qui peuvent devenir criminelles à un moment donné et tuer leur enfant. Alors justement Maxime, que sait-on exactement sur le profil de cette femme? On sait, on le rappelle largement depuis tout à l'heure, qu'elle a d'importants troubles psychiatriques. Elle suivait un traitement. Elle vivait dans un centre maternel donc protégé à Angers. Donc voilà, un profil psychologique assez lourd. On sait que par le passé, elle avait déjà manqué de ramener un autre enfant, mais elle ne l'avait pas mise en danger d'après le procureur. On sait aussi que quand les enquêteurs ont fouillé son domicile, ils ont découvert des écrits qui pourraient s'apparenter à des lettres d'adieu. Et elle avait d'ailleurs traversé un épisode suicidaire il y a quelques mois. Alors ça c'est intéressant, pardonnez-moi, parce qu'on se rend bien compte que dans de nombreux cas, lorsque vous avez un adulte, un parent qui est suicidaire, très souvent il va tuer son enfant, mais il ne va pas se suicider lui-même, ou il peut se suicider après coup. On a souvent ce genre de passage à l'acte. Et de nouveau, ça n'occulte absolument pas l'atrocité de cet acte. On a une femme aussi qu'on dit en souffrance, en grande difficulté et sans réseau amical. C'est un point important, ça également. Il y a toujours un isolement, de toute façon, chez les personnes qui sont fragiles sur un plan psychiatrique. Depuis des années, on tente effectivement de les réconcilier avec une vie sociale, avec une vie professionnelle. C'est très, très, très compliqué. Tout dépend, je ne connais pas son dossier psychiatrique, tout dépend de sa fragilité, du traitement qui peut être extrêmement lourd et qui peut l'empêcher effectivement d'avoir un lien social suffisant. Mais de nouveau, ce qu'il faut absolument mettre en place, c'est un système de vigilance, de repérage, de protection et également de médiation et de présence lorsque la mère est avec son enfant et qu'on puisse peut-être mettre en place une échelle, soit, alors peut-être pas de couleur ou de notation, c'est très compliqué toutes ces choses, mais de dire attention, là il se passe quelque chose, peut-être que également dans ces comportements il y a des troubles un petit peu plus importants et que on doit effectivement peut-être davantage observer ce qui va se passer dans la rencontre entre le nourrisson, la petite fille et puis sa mère. Maxime, pour l'instant et dans les prochaines heures, qu'est-ce qui va se passer pour cette mère de famille qui a donc avoué avoir tué sa petite fille de 1 an? Alors elle va continuer à être entendue en garde à vue, elle peut l'être jusqu'à mardi matin. Maintenant, ce que les enquêteurs, leur priorité, c'était de savoir où était l'enfant, en l'occurrence où était le corps. Maintenant, ils vont essayer de comprendre, les motifs, ils vont essayer de savoir qu'est-ce qui l'a poussé à commettre cet acte. On sait que pour l'instant, elle est accusée de meurtre aggravé parce que elle a fait ces faits sur une enfant mineure et parce que les faits sont faits par ascendant et par sa mère. Donc voilà, maintenant, l'objectif, c'est comprendre pourquoi elle a fait ça. On a retrouvé le corps de l'enfant dans une benne
à vêtements. Ça dit quoi symboliquement, ça, Pascal Neveu? Alors, on fait toujours des psychanalyses sauvages. Bien évidemment qu'entre la strangulation ou l'étouffement par des vêtements, le fait de déposer dans une benne de vêtements, donc l'enveloppement de l'enfant, peut marquer un lien fort et d'attachement fort entre cette mère et cet enfant. Une confusion psychique également qui peut l'amener, comme je le disais tout à l'heure, à ce qu'elle tue son enfant plutôt que de se suicider. C'est-à-dire il y a l'extension de l'enfant, de son nourrisson, qui serait une partie d'elle qu'elle a portée pendant 9 mois et elle tue cet être cher au fond d'elle. On peut imaginer, mais je ne connais pas le dossier à nouveau, qu'elle souffrait de troubles psychotiques également et qui fragilise, si vous voulez, la différenciation entre soi et l'autre. Et surtout lorsqu'on a un enfant. Beaucoup de personnes qui sont atteintes de troubles psychiatriques n'arrivent pas à la fin d'une grossesse. Il y a des fausses couches où elles ne tombent absolument pas enceintes. Là, elle a porté cet enfant. Donc il y a un degré de lucidité également qui va permettre d'évaluer également la relation très particulière, très psychique, cette interaction, cette systémique entre ce qu'on appelle nous la dyade mère-nourrisson, entre elle et son enfant et la façon dont elle l'a pensé symboliquement, dont elle s'est investie également sur cet enfant ou pas du tout investie également. Maxime, qu'est-ce qu'on sait de la temporalité des faits? Parce qu'hier, on a eu cette alerte enlèvement. À quel moment a-t-elle pris cet enfant? À quel moment a-t-elle agi, cette mère de famille? Alors, ce qu'on sait, c'est qu'elle avait 48 heures de libre avec son enfant et qu'elle devait la ramener vendredi à 17h30 à l'assistante qui s'occupe d'elle. Elle ne l'a pas fait. L'alerte enlèvement, elle, n'a été déclenchée que samedi soir. On peut se poser la question de savoir est-ce qu'elle a été déclenchée trop tard ou pas. On ne sait pas, c'est difficile à dire. Comme on l'a dit, elle avait déjà précédemment oublié de ramener un autre enfant. Donc, les enquêteurs ne se sont pas inquiétés tout de suite. C'est quelque chose qui arrive régulièrement. Donc voilà, l'alerte enlèvement, ce qu'on sait de toute façon, c'est que d'après ces déclarations et les premières constatations, l'enfant aurait été tué vendredi après-midi, donc de toute façon, l'alerte enlèvement n'aurait pas pu la sauver. Merci à tous les deux pour votre éclairage.